Édition spéciale dans un instant pour décrypter cet incroyable rebondissement dans l'affaire du meurtre du petit Grégory. 36 ans après le meurtre du petit garçon de 4 ans, il semble que le corbeau ait enfin été identifié, celui qui a écrit la fameuse lettre revendiquant le meurtre de l'enfant. La nouvelle est tombée ce week-end et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a surpris tout le monde. Une nouvelle expertise vient donc d'être versée au dossier et elle est accablante pour Jacqueline Jacob, la grand-tante du petit Grégory, autrement dit, la tante de Jean-Marie Villemain. En effet, des experts suisses en stylométrie ont été mandatés pour comparer les lettres du corbeau envoyées à la famille Villemain. Ces experts viennent de rendre leur rapport et ils affirment qu'il y aurait au moins 5 corbeaux différents. Mais d'après eux, Jacqueline Jacob serait le principal corbeau. Elle serait notamment l'auteur de la lettre de revendication du meurtre du petit garçon de 4 ans, retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne en 1984. Une avancée majeure dans cette affaire et les questions sont nombreuses. D'abord, que vaut cette analyse en stylométrie et est-on certain de sa fiabilité ? Et si l'expertise dit vrai, cela ouvre la porte à de nombreuses hypothèses. Car si Jacqueline Jacob a revendiqué le meurtre, cela veut-il dire qu'elle a tué elle-même l'enfant? Ou alors, cela signifie-t-il qu'elle sait qui a tué le petit Grégory? On va tenter de répondre à toutes ces questions dans cette édition spéciale et on vous donne les toutes dernières informations dans un instant. Le 21 janvier, une maison du petit village d'Écomois près du Mans prend feu. À l'intérieur, le corps de Gilbert, le propriétaire des lieux, est retrouvé. L'homme de 71 ans gît dans son salon, le corps calciné, mais cela ne semble pas être un simple accident domestique. Car à proximité, les enquêteurs retrouvent plusieurs armes à feu. Et ils vont même constater des traces de sang. Et quand le rapport d'autopsie tombe, il confirme les doutes des gendarmes. Gilbert a reçu de violents coups ainsi que des tirs de carabine à plomb avant que son corps ne prenne feu. Les gendarmes s'orientent alors vers la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné car Gilbert était connu pour être très économe et pour garder d'importantes sommes d'argent chez lui. Et dans le journal des faits divers de Félicité Kindoki, nous vous parlerons de cet homme de 38 ans qui a été mis en examen pour viol et agression sexuelle vendredi. Il suivait des femmes dans la rue avant de les agresser chez elles à Paris et dans les Yvelines. Et pour analyser avec tous ces histoires et répondre à toutes les questions que l'on se pose, nos experts de crimes et faits divers La Quotidienne sont aujourd'hui Maître Florence Rowe, avocate pénaliste pour nous expliquer les procédures judiciaires, Jean Dorido, docteur en psychologie pour comprendre les rouages psychologiques de chacun. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et puis chaque jour en fin d'émission, le droit de suite, c'est avec Charlotte Durand, spécialiste des faits divers et rédactrice en chef de cette émission. Bonjour Charlotte. Bonjour. Nous ouvrons donc cette édition spéciale avec ce rebondissement dans l'affaire du petit Grégory. Et c'est à peine croyable, car il faut bien avouer que personne ne pensait vraiment qu'un tel rebondissement était possible. Alors ce midi, on peut se demander sérieusement si la justice est sur le point de découvrir qui a tué le petit Grégory. Après plus de 36 années d'errance, de coups de théâtre, de fiasco judiciaire, l'affaire pourrait bien connaître un nouveau dénouement. Une expertise d'un laboratoire d'analyse suisse révèle en effet que Jacqueline Jacob, la grande-tante du petit Grégory, serait très probablement l'auteur de la lettre de revendication reçue juste après le meurtre de l'enfant par ses parents. Le travail des experts se fonde en fait sur l'analyse du style d'écriture et de la syntaxe. Et il permet d'identifier l'auteur d'un texte. Les magistrats ont demandé aux experts de comparer les 24 lettres du corbeau avec des textes différents produits par 4 protagonistes du dossier, dont la fameuse Jacqueline Jacob. Et dans ce rapport de 178 pages, les experts assurent que les lettres du corbeau auraient été écrites au moins par 5 personnes différentes, mais parmi ces 5 corbeaux, le style de Jacqueline Jacob se distingue. Les experts estiment qu'au moins 7 des 24 courriers sont signés de sa main, et notamment la fameuse lettre de revendication du meurtre du petit Grégory. 36 ans après le meurtre du petit Grégory, les enquêteurs n'ont donc toujours pas renoncé à connaître la vérité sur la mort du petit garçon. Et depuis peu, l'étau se resserre sur Jacqueline Jacob, la grande-tante de l'enfant. Une nouvelle expertise vient en effet d'être ajoutée au dossier. Et elle est accablante pour la septuagénaire.
Les magistrats en charge de l'enquête avaient en effet commandé un rapport d'expertise stylométrique à une entreprise suisse spécialisée. Le but était de découvrir l'identité des personnes se cachant derrière les écrits anonymes reçus par le couple Villemain. Au total, pas moins de 24 lettres menaçantes. Les experts suisses ont donc ainsi comparé les courriers avec 11 textes attribués à 4 personnages clés de l'affaire. Bernard Laroche, l'oncle du petit Grégory, Christine Jacot, sa nourrice, et Marcel, ainsi que Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grand-tante. Pour les aider, les experts avaient en leur possession des écrits plus intimes. À titre d'exemple, une lettre d'amour de Bernard Laroche envoyée à son épouse, ou encore une carte postale de Jacqueline Jacob. La technique utilisée consiste en fait à étudier le vocabulaire, les structures syntaxiques et la longueur des phrases. Et les résultats sont troublants. D'après l'étude réalisée, les 24 lettres proviennent de 5 corbeaux différents. Mais Jacqueline Jacob serait l'auteur d'au moins 7 d'entre elles. Pire encore, il y aurait selon cette étude une très forte probabilité qu'elle ait écrit la lettre capitale, celle adressée à Jean-Marie Villemain, le papa du petit Grégory, et qui revendique le crime. On pouvait y lire « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas l'argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » En 2017, des expertises en graphologie avaient déjà attribué une lettre à Jacqueline Jacob. Avec son mari, ils avaient alors été mis en examen. Mais suite à un vice de procédure, cette mise en examen avait finalement été annulée en mai 2018. Aujourd'hui, ce nouveau rapport de 178 pages vient ainsi appuyer la thèse selon laquelle le meurtre de l'enfant aurait été perpétré par une équipe, puisque les corbeaux seraient plusieurs. Pour autant, d'après les avocats des différents protagonistes, ce rapport serait à prendre avec des pincettes. Par le passé, la lettre de revendication a en effet déjà été attribuée à 4 personnes différentes. En parallèle, l'enquête se poursuit. Les auditions ont repris et en janvier dernier, la justice a accepté d'effectuer de nouvelles expertises ADN plus poussées à la demande des parents. Les résultats devraient tomber dans quelques semaines ou dans quelques mois. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers pour cette édition spéciale donc consacrée au petit Grégory avec ce rebondissement assez incroyable. Pour en parler, Catherine Tardrou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ancienne journaliste au Parisien. Vous avez suivi en particulier cette affaire du petit Grégory. Maurice Signolet, bonjour. Merci également d'être là. Ancien commissaire divisionnaire. Dans un instant avec vous, Catherine, on va voir cette hypothèse de Jacqueline Jacob, si elle tient la route ou pas. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Mais d'abord, je voulais qu'on s'arrête un instant sur cette fameuse stylométrie, parce que c'est l'étude qui a été réalisée sur ces lettres et c'est une étude un peu particulière qui ne se fait pas en France d'ailleurs, puisque vous avez vu que les enquêteurs sont allés faire cette étude en Suisse. Caroline de la Tournelle, bonjour, vous êtes en direct avec nous et vous êtes expert graphologue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la stylométrie ? Oui, c'est ce qui a été dit dans le reportage qu'on a entendu. La stylométrie, c'est effectivement l'analyse de la syntaxe, de la grammaire, des styles de langage qui sont propres aux personnes qui écrivent. Personnellement, en tant que graphologue experte, j'y donne pas beaucoup de crédit. Je préfère beaucoup plus l'expertise qui s'attarde sur les signes, sur les espaces, sur ce qu'on appelle l'auto-forgerie. Ça, c'est quelque chose qui est très important quand on fait une expertise, parce que l'auto-forgerie, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dépasser, qu'on ne peut pas remplacer. C'est ces petits signes que la personne fait elle-même pour truquer son écriture. Et je pense que dans ce dossier particulièrement complexe, il y aurait plus d'auto-forgerie. Mais alors, quelle est la différence entre la stylométrie et la graphologie pour les gens qui ne connaissent pas très bien ces univers? Quelle est la différence entre les deux?
Alors, la graphologie ou l'analyse en graphologie, on va analyser les espaces, l'encre, le papier utilisé, tous les signes libres, l'épaisseur du trait, la pression, les espaces intermots, les espaces interlignes. C'est pour ça que c'est très important de travailler sur un original, parce que à chaque fois qu'on fait une copie, eh bien, la taille est diminuée. Alors que la stylométrie, eh bien, je trouve que c'est assez abstrait, quoi. C'est pas, selon moi, la stylométrie, c'est lorsqu'on analyse des habitudes grammaticales ou de syntaxe et qu'on est du même village, de la même région, du même environnement local. Selon moi, il y aura probablement des similitudes, mais qui seront locales, qui ne seront pas personnelles. Oui, Voilà. par exemple, si je comprends bien, si on a été à la même école, si on a suivi le même cursus, il est fort probable qu'on ait à peu près le même style grammatical. C'est ce que vous voulez nous dire? Exactement, exactement. Exactement. Oui. Alors qu'en ce qui concerne la graphologie, là, c'est plus compliqué parce que c'est vraiment l'individualité. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est plus sûr, la graphologie. Je pense que c'est plus objectif, plus neutre. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre dans l'une ou l'autre des situations, il faut de toute façon agir avec la plus grande prudence. En fait, moi, en tant que graphologue experte, je grossis beaucoup, je regarde la pixelisation. On peut utiliser des outils spécifiques pour analyser l'encre. Voilà. Et quand on analyse l'encre, on peut voir la pression avec laquelle ça a été appuyé. Et la pression d'une écriture est unique. On ne retrouvera jamais deux traits identiques. Mais ça, c'est grâce à l'analyse des encres. C'est ce qu'on comprend bien, la stylométrie quasiment pas utilisée en France. C'est assez étonnant de voir tout à coup ces enquêteurs qui vont chercher ça en Suisse. Surtout que, si je vous comprends bien, encore une fois, c'est assez contesté comme méthode. Oui, ça n'a pas été accepté en France. Ce n'est pas reconnu. Ils considèrent effectivement que c'est trop... je crois que ce n'est pas assez scientifique, finalement. Alors, il ne faut pas dire ça aux Suisses, parce qu'ils ne seraient certainement pas contents, évidemment. Mais selon moi, effectivement, c'est presque subjectif, vous voyez. Je n'adhère pas trop à ce projet. Oui, mais alors c'est quand même assez grave, parce que quand on se retrouve dans un dossier comme celui-là, qui est celui du petit Grégory, et qu'on nous sort ça vendredi après-midi, qu'on nous dit que la stylométrie désigne cette femme comme étant l'éventuel corbeau, en plus le corbeau qui a revendiqué une lettre clé, hein, parce que c'est la lettre de revendication du crime, c'est super grave d'utiliser cette stylométrie si elle n'est pas fiable. Oui, je suis assez perplexe aussi. J'aurais pas eu idée de faire une analyse comme celle-ci. Je pense que ce dossier est tellement complexe de toute façon. Il y a de tels rebondissements sans arrêt, qu'on n'en est plus à une analyse près. Et donc, on essaie de chercher par tous les moyens à trouver le coupable, quoi. Ce que je comprends très bien, hein. On a évidemment envie de faire éclater la vérité dans ce dossier complexe. Mais je serais curieuse de savoir véritablement les retombées de cette analyse. En tout cas, elle fait 178 pages, hein, donc ils ont trouvé beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, Caroline de la Tournelle, experte graphologue. Merci d'avoir été en direct avec nous, parce que c'était important de nous éclairer là-dessus tout d'abord. Un mot peut-être, Maître Florence Rowe. On peut faire condamner quelqu'un sur de la stylométrie à partir du moment où c'est quelque chose de contesté? Est-ce que ça peut être un élément clé dans un procès, ou vous n'avez jamais vu ça en France pour l'instant? Alors, c'est une technique qui n'est pas utilisée en France, donc pour le moment, on n'a évidemment pas de recul. J'entendais avec intérêt ce que disait notre experte à l'instant. Je crois quand même qu'il se détache une chose évidente, c'est que la graphologie est quelque chose d'assez scientifique. Encore qu'en graphologie, on peut avoir 2, 3, 4 expertises qui soient contradictoires les unes par rapport aux autres sur un même support. Et cette stylométrie m'apparaît peut-être comme étant quelque chose, pourquoi pas, de complémentaire, parce qu'il n'analyse pas les mêmes signes. Mais en même temps, ça permet quand même de personnaliser un langage, une manière de s'exprimer, une manière d'écrire, peut-être de faire apparaître un tempérament, une personnalité. Ça me fait un peu penser au profilage qu'on a tellement décrié il y a une vingtaine d'années et que maintenant on utilise. Donc c'était quelque chose qui était parfaitement utilisé outre-Atlantique, qui ne posait de problème à personne. Ça s'enseigne même par exemple aux États-Unis à Quantico. Et en France, on était très réticents comme toujours quand c'est pas
comme disait l'expert tout à l'heure, scientifique. Ouais. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de scientifique? On a cette affaire qui dure depuis 30 ans. On n'a jamais trouvé l'assassin du petit Grégory. Je crois qu'à partir du moment où on n'a rien, pourquoi est-ce qu'on se priverait d'une technique qui, quand même, vous l'avez fait remarquer, a permis de rédiger un rapport d'autant de pages? Ça veut dire qu'il a quand même été documenté, donc il ne sert pas à rien non plus. Alors arrêtons peut-être d'être méfiants pour tout et à propos de tout, et pourquoi pas, même si on peut être dubitatif, pourquoi pas essayer de voir s'il n'y a pas des éléments qui pourraient nous permettre de compléter ce qu'on a déjà. Catherine Tardot, ex-journaliste du Parisien qui a suivi cette affaire, ça tourne quand même depuis un petit moment, ça tourne pas mal autour de Jacqueline Jacob. Ça tourne beaucoup autour de Jacqueline Jacob, qui avait été mise en examen en 2017. Ensuite, elle avait été, à cause d'un vice de procédure, ça s'était terminé. Et quand même, des expertises graphologiques disent que Jacqueline Jacob est l'un des corbeaux, parce qu'il y en a eu plusieurs corbeaux. Oui, il y aurait 5 corbeaux, a priori, en tout cas, c'est ce qui est dit dans le rapport de stylométrie. Quel aurait été l'objectif de Jacqueline Jacob? Pourquoi est-ce qu'elle aurait participé d'une façon ou d'une autre, et sous réserve bien évidemment, pourquoi est-ce qu'elle aurait pu participer au meurtre du petit Grégory? Alors ça, on retombe dans les motifs du meurtre de l'enfant, qui, à mon avis, tient à des haines familiales, mais qui duraient depuis des années, peut-être même des décennies. Et parce que vraiment, il faut se rendre compte à quel point, dans cette famille, beaucoup de personnes n'aimaient pas du tout Jean-Marie Villemain, qui avait réussi, qui était à contremaître, etc. Et c'est des gens qui sont... ce sont des gens qui sont un peu spéciaux, ce sont des ruraux devenus ouvriers. Pour la plupart, c'est quand même des gens qui sont très renfermés sur eux-mêmes, qui ne se voient que dans l'entourage familial. Donc ceci peut peut-être expliquer cela, et des vieilles haines qui renaissent. Et pour qui tuer un enfant, ça aurait été le moyen de se venger. Et en même temps, Maurice Signolet, ancien commissaire divisionnaire, moi j'ai toujours du mal à imaginer une femme qui tue un enfant. Alors surtout dans un cas comme ça, j'ai un peu de mal toujours à imaginer que ce soit la vengeance d'une femme, en tout cas. Moi j'ai toujours pensé, et c'est très subjectif, hein, c'est vraiment mon sentiment personnel, j'ai toujours pensé que c'était plutôt l'acte d'un homme. Oh, les femmes sont parfois surprenantes, vous savez. Ouais. Mais là, au fil de ces 36 années d'enquête, là, ou 34 années d'enquête, on voit bien on tourne autour du même cercle familial. Hein. On tourne autour d'un groupe, surtout, en fait. On n'est pas vraiment certain que ce soit l'œuvre d'une personne en particulier, mais on a le sentiment que c'est un groupe, quoi. C'est une association contre Jean-Marie Villemain. On voit bien, au travers, je crois qu'il y a eu 24 lettres, hein, c'est ça, avec plusieurs rédacteurs, d'après ce que les analystes nous disent. Moi, je ne suis pas... Bien sûr, il faut être très prudent avec cette nouvelle expertise, mais je rejoins un peu les deux précédents intervenants. Tout ce qui peut concourir à essayer de manifester la vérité, de faire découvrir la vérité, est le bienvenu quelque part. Hein. Je pense même que, en termes d'interruption de la prescription, c'est important aussi. Je crois que les magistrats instructeurs, en faisant des actes, vous savez qu'à chaque fois qu'on fait un acte, ça reporte la prescription d'autant. Ça redémarre à zéro. Et depuis la loi de 2017, je crois que les prescription en matière criminelle, c'est 30 ans. Donc, ça montre que la justice ne veut pas lâcher l'affaire, quand même, et ça prouve qu'ils veulent aller au bout. Alors, cette affaire de stylométrie, elle fait réagir parce que Maître Frédéric Bernat, qui est l'avocat de Jacqueline Jacob, justement, a indiqué, lui, qu'il n'avait pas encore eu accès à cette expertise, mais qu'il ne croyait pas en sa fiabilité. Au mois de décembre dernier, quand des rumeurs avaient commencé à désigner sa cliente comme le fameux corbeau, il nous a fait part en direct dans cette émission de sa colère. Pour lui, ces expertises en stylométrie ne sont que des foutaises, nous a-t-il dit, et on veut faire de la grande tante du petit Grégory un bouc émissaire. On nous parle d'une expertise en stylométrie qui relève, je vais vous le dire, moi j'ai les éléments de désignation, enfin ça relève du charlatanisme. Je suis allé voir un peu le site internet du laboratoire suisse qui a été désigné. Rien que les photos de présentation, c'est surréaliste, on dirait un truc de secte. Je suis assez scandalisé parce que très clairement, on va rejeter en pâture le nom de cette pauvre Jacqueline qui n'a strictement rien à voir avec ce dossier. On l'a martyrisée pendant 3 ans en faisant n'importe quoi. Et aujourd'hui, on nous sert des théories plus fumeuses les unes que les autres. Je suis absolument scandalisé. Vous continuez à dire de toute façon que votre cliente, Jacqueline Jacob, est totalement extérieure à la mort du petit Grégory. Ah mais c'est une évidence. Premièrement, cela a été
démontrer dans le cadre de cette affaire jusqu'à ce que les mises en examen soient annulées. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que si aujourd'hui les informations qui sont révélées sont exactes, je mets un conditionnel, et qu'en réalité, on vient me dire que cette expertise dont j'ai, moi, à l'époque, reçu la mission, si on vient me dire qu'en analysant une carte postale de Jacqueline d'il y a 30 ans ou 40 ans, et qu'on la compare avec les courriers insultants du Corbeau qui ressemblent à tous les courriers de Corbeau, on va nous faire sortir le nom de Jacqueline, effectivement, je dis que là, on va de nouveau droit dans le mur. Et je veux dire, on disait déjà que c'était un naufrage. On avait même dit qu'on avait touché le fond. Là, je ne sais pas où on va, mais on va arriver au centre de la Terre à ce rythme-là. C'est une catastrophe. Voilà, c'est un naufrage, une nouvelle fois, c'est ce que dit l'avocat de Jacqueline Jacob, Catherine Tardou. Quand on entend l'avocat parler de ses analyses, en gros, il les met à la poubelle, lui. Alors, il les met à la poubelle, mais en fait, bon, comme ça n'a jamais été utilisé en France, c'est assez normal. Et ce en quoi il a raison, c'est que jusqu'à maintenant, Madame Jacob est présumée innocente et qu'elle a peut-être rien fait. Peut-être. Elle est présumée innocente, mais encore une fois, elle avait été mise en examen. La mise en examen avait été levée. Oui. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça tourne autour d'elle et on a le sentiment, et depuis le début, ça c'est vrai, qu'il y a une forme de complot familial, c'est ce que je disais, contre Jean-Marie Villemain. Tout à fait. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il semble à peu près établi, enfin, dans ce dossier, on ne sait jamais ce qui peut être établi. C'est pour ça que vous dites à peu près, vous avez raison. À peu près. Je suis à peu près établi que ce serait un conditionnel, que ce serait Bernard Laroche qui aurait, toujours au conditionnel, enlevé Grégory et qui l'aurait remis à d'autres personnes. Qui ? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il aurait pu le remettre à Jacqueline Jacob et à son mari ? Il aurait pu le remettre à Jacqueline Jacob. Mais ce qui veut dire qu'il est à peu près établi que ce n'est pas Bernard Laroche qui l'a tué ? Oui, à peu près. Ça, je crois que c'est à peu près établi. Ah oui ? Oui. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y aurait eu une association, en fait, pour tuer le petit Grégory. À mon avis, c'est ça. C'est ça, mais je ne sais pas qui a tué le petit Grégory. Et personne ne sait. Si vous le saviez, vous nous le diriez, ça ferait un scoop. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la mesure où Bernard Laroche s'est juste borné à enlever l'enfant, comme il est mort, il l'a bien remis à quelqu'un. Ouais. Et c'est assez terrible en même temps de lire la lettre sur laquelle ont travaillé les experts, oui. Parce que cette lettre, elle est d'une haine incroyable. Oui. Ça se termine par pauvre con, c'est bien fait, l'argent ne te rendra pas ton enfant. Elle est d'une violence terrible, cette lettre. Mais les lettres des corbeaux, parce qu'il y a eu plusieurs corbeaux, ont toujours été d'une violence incroyable dans cette affaire. On la voit d'ailleurs, cette lettre à l'écran pendant que vous en parlez. Ce n'est pas ton argent qui te le rendra, qui te rendra ton fils, c'est très mal écrit. Voici ma vengeance, pauvre con. C'est d'une violence terrible. C'est terrible, surtout quand la victime est un petit garçon de 4 ans. C'est ça. C'est monstrueux. Jean Dorido, docteur en psychologie, quand vous regardez cette lettre-là qui est à l'écran, comment vous réagissez ? Qu'est-ce que vous voyez au travers de cette lettre, cette haine effroyable ? Ben c'est ce qui est vraiment terrible dans cette affaire, c'est qu'il y a un enfant de 4 ans qui a payé pour la haine des adultes. Madame l'a rappelé, il y a une haine terrible, des histoires de rivalité terribles entre la famille Villemain et la famille Jacob. Et c'est ce qui est inouï dans cette histoire, c'est que la criminologie, il y a bien sûr les meurtres de psychopathes, les serial killers, Maître Florence Roux en parlait tout à l'heure. Ouais, j'espère que tu mourras de chagrin. Voilà, c'est quand même les premiers mots. On est avec des personnes qui ne sont pas des psychopathes, ce ne sont pas des personnes folles, je dirais au sens pathologique du terme, ce sont des personnes, entre guillemets, normales. Et la haine qu'elles vont avoir nourrie pendant des années, peut-être même pendant des décennies, les amène à commettre quelque chose d'absolument monstrueux et abject. Mais vous vous rendez compte quand même, il y a le meurtre de l'enfant, qui est terrible. Tuer un enfant de 4 ans, c'est terrible. Et ensuite, prendre le temps d'écrire une lettre comme ça, et enfin, c'est une couche supplémentaire, on est au-delà de l'horreur. C'est-à-dire déjà, tuer un enfant, c'est terrible, mais en plus, s'en vanter et dire « j'espère que t'en mourras ». Enfin... on a du mal à dire que c'est des gens normaux, hein, excusez-moi, mais vous dites c'est des gens normaux, mais enfin on est dans un tel degré de haine. C'est-à-dire que, bien sûr, j'insiste sur le sens pathologique de la normalité. Il y a des experts, psychologues et psychiatres qui justement vont établir, voilà, si la personne est justement en pleine possession de son discernement, et c'est ça qui est terrible. Et vous vous rappelez, voilà, la personne prend le temps d'écrire ça, elle cherche vraiment à faire souffrir Jean-Marie Villemain, et ce qui est encore peut-être plus terrible, et c'est ce qui explique aussi que ça fait 36 ans que ça dure, c'est que manifestement, toutes les personnes qui ont travaillé sur le dossier ont établi la conviction que quelqu'un sait
qui a assassiné le petit Grégory. C'est ça qui est terrible. Plus que quelqu'un d'ailleurs, parce que si c'est une association, non mais si c'est une association à plusieurs, ça veut dire que plusieurs personnes savent qui a tué le petit Grégory. Une ou des personnes savent, et on est dans les Vosges, dans un secteur qui est tout petit. Madame l'a rappelé, des personnes qui se connaissent, ce sont des familles qui se détestent, et on a la conviction qu'il y a au moins une personne qui sait. Et 36 ans après, la vérité n'est toujours pas sortie, et ça, c'est absolument terrible. Maurice, il y en a un petit mot là-dessus sur le fait que ce soit un groupe de personnes. Moi, j'ai toujours entendu dire et toujours vu dans les affaires criminelles que justement, quand c'est un groupe, c'est là où il y a des fuites. Parce que c'est, en général, il y a toujours un qui craque, un qui fait des confidences. Là, en fait, le groupe, il est tellement uni qu'on n'a pas de fuite depuis 36, 37 ans. Parce qu'en fin de compte, c'est le silence qui les soude. Vous voyez ? Et puis en plus, je crois qu'il ne faut pas tourner autour du pot. C'est des personnes frustres, quand même, il semble. Et cette frustrerie soude quelque part. Moi, ce qui m'affole dans cette affaire, c'est qu'on tourne autour du pot et que l'enquête, l'instruction, etc., n'a jamais été en capacité de pouvoir démontrer la réalité des faits. C'est extrêmement... C'est ça, le vrai problème. Il est vrai que dans les années 80, le recours à l'ADN, etc., n'existait pas, mais on voit bien que quand même, au cours de l'enquête, de l'instruction, il y a eu beaucoup d'erreurs, d'approximations, etc., etc. Aujourd'hui, on le paye très cher. Mais c'est très vrai ce que vous dites, parce que Catherine Tardrou l'a dit tout à l'heure. En gros, le scénario, on le connaît à peu près. Aujourd'hui, les enquêteurs le connaissent à peu près, mais on n'arrive pas à le prouver. Pourquoi ça n'a pas réussi à émerger? Et oui, c'est ça. Alors, pour peut-être différentes raisons, des carences au niveau de l'enquête, des carences au niveau de l'instruction, des carences de personnalité d'enquêteur aussi. Vous savez, les enquêtes criminelles, il faut faire preuve de beaucoup de psychologie, même si on n'a pas fait d'études. Il faut faire preuve d'un certain charisme, d'adaptabilité aux personnes qui sont en face de vous, etc. Et lorsque vous n'avez pas ces capacités-là, c'est dramatique. Vous voyez, vous allez avoir l'effet inverse. Je pense à la petite... Il y a une jeune femme qui avait été entendue, Boll, c'est ça? Muriel Boll. Si vous ne prenez pas immédiatement la dimension de la personnalité de cette jeune fille et que vous l'interrogez d'une certaine manière, vous courez la catastrophe. Je crois que c'était tout l'intérêt de l'enquête criminelle, de la police judiciaire dans le temps, enfin je pense que ça l'est encore aujourd'hui, c'était justement d'avoir cette capacité d'adaptation de l'enquêteur, d'adaptation très subtile, qui semble avoir fait défaut à l'époque et qui s'est cumulée au fil des années. Maître Florence, on le redit, Jacqueline Jacob est présumée innocente, bien évidemment pour l'instant, mais malgré tout, voilà, on sent qu'il y a un faisceau d'indices, comme on dit chez vous. Un faisceau d'indices, absolument. Il y a un faisceau d'indices qui converge vers elle, et on se demande si à un moment donné, ça va s'enclencher. Si les enquêteurs vont réussir à enclencher pour aller vers un procès, pour aller vers quelque chose de concret, et qu'on sache enfin. Mais même pour elle, c'est un calvaire, parce que si elle est innocente, tout ce qui se passe en ce moment, c'est une horreur. Et si elle est coupable, pour les gens, c'est une horreur qu'elle continue à vivre tranquillement. Tout à fait. Et c'est vrai que, comme le disait monsieur, il faut beaucoup de sensibilité pour interroger des gens. Donc de la part des enquêteurs pour interroger des témoins ou des auteurs. C'est un métier. C'est un métier, mais parfois ceux dont c'est le métier ne le font pas forcément avec autant de qualité qu'il le faudrait, parce que ça ne s'apprend pas forcément dans les études. Il faut avoir beaucoup d'empathie, il faut savoir écouter, il faut savoir aussi écouter les silences, comme vous le dites souvent, Jean-Marc, c'est vrai. C'est quelque chose d'important. Et là, on voit bien dans cette lettre qui se termine par quelque chose d'assez pathétique, pauvre con, comme si on ne pouvait rien dire d'autre, comme si vous parliez de frustrerie, moi j'y vois de la frustration. J'y vois beaucoup de haine, mais surtout beaucoup de rage peut-être collective, je ne sais pas, mais qui se termine par cette espèce de frustration, parce que finalement, le pauvre con, c'est quand on est incapable, qu'on ne sait plus quoi dire, et que finalement, on se rend compte soi-même qu'on est arrivé au bout du bout. Alors, avec toute cette haine familiale, je pense qu'il n'est plus à démontrer, j'espère que peut-être... on aura une solution un jour, mais j'ai envie juste en 2 mots de vous raconter une anecdote qui m'a été très personnelle. Je suis passée un jour par hasard, par pur hasard, dans le village du petit Grégory. J'étais en voiture. J'ai ressenti quelque chose. Je ne savais pas où on était. Enfin, je ne savais pas que c'était là. Je n'avais pas fait le rapprochement. Et tout d'un coup, j'ai vu
Cette montagne d'un côté, les bois de l'autre, cette route coincée, cette espèce d'atmosphère très bizarre où on se sentait oppressé. Et quand après j'ai vu le panneau en sortant du village et que j'ai vu le panneau et que j'ai réalisé où j'étais, je me suis dit, mon Dieu, ce que je savais de l'histoire, ce que je savais de ces personnalités, dans cet environnement, j'ai compris peut-être un peu qu'on était dans quelque chose de si clos, si fermé, si borné, si frustre, vous l'avez dit, que c'était difficile d'en sortir. Donc il faut aussi, je crois, peut-être aussi connaître les gens qui vivent là, l'environnement qui est le leur et les années qui ont été les leurs et qui ont fait leur histoire. Et donc ça s'approche aussi presque d'une analyse systémique de cette famille, de cette famille au sens large. Donc c'est très compliqué. Maurice, la frustrerie et la frustration peuvent se conjuguer. Tout à fait. Hein, mais c'est tout l'intérêt du métier d'investigation judiciaire, hein, cette adaptabilité-là, qui est à la fois extraordinairement intéressante. Mais vous savez, j'ai presque peur que cette affaire ne se révèle un peu comme l'affaire Seznec ou l'affaire Dominici. On retrouve cette même frustrerie quelque part. Hein. Et par contre, l'aboutissement n'arrive que des générations plus tard. Lorsqu'un arrière-petit-neveu dit en fin de compte, j'avais entendu dire que, vous voyez, et j'ai bien peur que, puisque au niveau de l'enquête, ça va être aujourd'hui extraordinairement difficile, mais j'ai bien peur qu'on ait une nouvelle affaire Seznec, là, vous voyez, quelque part. Catherine Tardou, on parlait de l'environnement, c'était intéressant ce que disait Maître Florence Roux, justement, l'environnement dans lequel tout cela se passe. On a beaucoup parlé de ces rapports familiaux qui sont compliqués, mais c'est vrai qu'il y a les lieux. Ah oui, les lieux, c'est étonnant. Je veux dire, effectivement, l'impression de madame, et quand on va dans ce petit village, c'est très étonnant. Et en plus, tous ces gens-là vivaient, parce qu'ils commençaient à être tous un petit peu âgés, vivaient dans des petits pavillons, etc. Et par exemple, pour aller chez les parents de Jean-Marie, il y avait une espèce d'énorme rétroviseur pour qu'ils puissent voir qui entrait dans le jardin. Je veux dire, c'était... Mais on pourrait imaginer que dans des villages comme ça, on vit en confiance. Enfin, tout le monde se connaît. Et là, j'ai le sentiment que c'est un peu l'opposé. C'est qu'on a presque le sentiment que dans chaque maison, il y a un secret. Mais je pense que... oui, et du reste, beaucoup de secrets ont été dévoilés au cours de cette affaire. Par exemple, on a retrouvé le vrai père de je ne sais plus qui l'a appris par un journaliste. Voilà. Je veux dire, on a su qui avait eu une liaison avec qui, pendant combien de temps, etc. Donc, tous ces gens-là ils ont une forte habitude du secret et ce sont des taiseux d'abord. Je veux dire, ils ne parlent pas beaucoup. Ce sont des gens très simples mais qui peuvent nourrir des rancœurs et des haines incroyables. Et effectivement, je crois aussi que ce paysage est très étouffant. Je veux dire, il y a les montagnes, il y a des chemins, c'est oppressant. Ouais, ça me fait penser, moi, pour ceux qui aiment les séries télé, à la série Twin Peaks. Oui, en fait, ça me fait un peu penser à ça, avec cet univers et puis cette musique qu'on entend, cette musique un peu lancinante. Pour ceux qui aiment les séries télé, c'est vrai que ça fait penser un peu à ça. En tout cas, il y a 3 ans, l'affaire Grégory avait déjà connu un incroyable rebondissement de façon totalement inattendue. Le 14 juin 2017, 5 personnes avaient été interpellées, placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Parmi elles, Jacqueline et donc Marcel Jacob, le grand-oncle et la grand-tante de Grégory. Ils seront alors mis en examen pour enlèvement et séquestration, suivis de mort. À Dijon, plus de 32 ans après le crime du petit Grégory, les enquêteurs ont abouti à une nouvelle thèse, jamais envisagée jusque-là, celle du crime collectif. Parmi les suspects, Marcel et Jacqueline Jacob, le grand-oncle et la grand-tante de Grégory, sur lesquels pèsent de nombreux soupçons. On imagine, à tort ou à raison, que Madame Jacob aurait joué le rôle du corbeau, le corbeau féminin, et que son époux, Marcel Jacob, serait le corbeau masculin. De récentes expertises en écriture relieraient notamment la septuagénaire à l'écriture de 2 lettres de menaces rédigées en 1983. La lettre de revendication du crime émanerait-elle d'une autre personne encore non identifiée, mais qui, pour la justice, pourrait faire partie de l'entourage de Jacqueline? Pour l'experte en écriture, il y a un lien entre Jacqueline Jacob, qui selon elle est l'auteur de 2 lettres du corbeau, et l'assassin, en tout cas
l'auteur de la lettre de revendication, puisqu'on est sur les mêmes enveloppes, le même lot, le même format. Donc voilà, pour elle, on est dans l'entourage proche de Jacqueline Jacob. Mais les enquêteurs détiennent d'autres éléments qui nourrissent leurs soupçons, notamment le témoignage de la propre fille du couple, qui est édifiant. Elle décrit des parents qui auraient consacré beaucoup de temps à se poster sur la terrasse de leur maison qui surplombe celle d'Albert et Monique Villemain, qui auraient passé beaucoup de temps avec une jumelle, etc., à scruter les va-et-vient. Le 16 juin 2017, nouveau coup de théâtre. Au cours d'une deuxième conférence de presse, le procureur de la République de Dijon évoque à nouveau l'hypothèse du crime collectif. Il déclare alors qu'une troisième personne serait impliquée aux côtés des époux Jacob. Il donne la participation de Laroche au crime comme acquise. Pour lui, c'est même une évidence qu'elle est acquise. Les enquêteurs nous disent être persuadés que Bernard Laroche a enlevé l'enfant. Ça, c'est leur postulat de base. Il faut bien préciser que cette piste-là n'a jamais été juridiquement établie. Bernard Laroche a été assassiné et donc Bernard Laroche est innocent. Néanmoins, c'est l'hypothèse de base du travail des enquêteurs encore aujourd'hui que Bernard Laroche a kidnappé Grégory. Mais avec une nouvelle perspective, il l'a remis à d'autres personnes qui se seraient chargées de l'assassiner. Pour la veuve de Bernard Laroche, Marie-Ange, ces déclarations sont un véritable coup de massue. Lors d'une interview donnée à la presse, elle fait part de son indignation. Bernard a eu aucun rôle dans cette affaire. Bernard, on lui a pas laissé le temps de se défendre parce qu'on l'a assassiné. Donc c'est facile, quoi. C'est facile. Et je le croirai pas jusqu'à ma mort. Je sais que ce n'est pas lui. Grand retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers pour cette édition spéciale donc consacrée à ces dernières révélations sur l'affaire Grégory, près de 37 ans après. Catherine Tardou, on entend le rôle de Bernard Laroche, on entend sa femme qui dit « ben non, en fait, je sais qu'il n'a rien fait ». C'est vrai que ça nous aurait arrangé, j'ai envie de dire, s'il était vivant, parce que lui, il sait. Lui, il sait s'il avait enlevé le petit Grégory et à qui il l'a donné, s'il l'a donné à quelqu'un. Mais alors, il y a aussi, chez ces gens-là, il y a une espèce une fois qu'ils sont dans un positionnement, ils n'en démordent pas. C'est le cas pour Muriel Boll, c'est le cas pour Marie-Ange Laroche, c'est le cas pour tous ces gens-là. Et à la limite, je me demande si, parfois... je pense qu'ils ne mentent même plus, je veux dire. Ils finissent par croire ce qu'ils disent. Ils finissent peut-être par croire ce qu'ils disent. Mais c'est étonnant que les enquêteurs n'aient pas réussi à les faire craquer depuis tout ce temps. Moi c'est ce qui me surprend dans cette affaire, parce que les enquêteurs, ils ont des stratégies, c'est peut-être Maurice Signolet qui peut répondre le mieux à ça. Il y a des stratégies quand même chez les enquêteurs pour faire craquer les gens. Là, personne dans ce dossier n'a jamais craqué. Alors, à part peut-être une fois Muriel Boll, avant de revenir sur ses propos, mais autrement, personne n'a jamais craqué. Alors la stratégie policière, ça ne s'apprend pas à l'école. Hein. C'est la personnalité propre d'un enquêteur qui doit faire preuve d'une intelligence, d'un charisme très particulier. Oui, d'accord, Maurice Signolet. Mais depuis tout à l'heure, vous êtes en train de me dire quoi? Qu'ils n'étaient pas bons? Honnêtement. Moi, c'est ce que je comprends à travers vos propos. On ne peut pas leur en vouloir. On est dans les années 80. La gendarmerie se lance à peine dans le judiciaire. Il faut se souvenir qu'il a fallu attendre un acte de Charles Hernu, qui était ministre de la Défense à l'époque, qui autorisait exceptionnellement les gendarmes à se mettre en civil. On est en 82. C'est donc le tout début des prémices de la gendarmerie qui se lance dans le judiciaire. Ensuite, il y a eu des erreurs de la presse. J'allais presque vous dire, la presse est aujourd'hui le meilleur complice de toute cette famille-là. Puisque, vous vous rendez compte, 30 ans après, il continue à jouer un rôle. S'il disait la vérité, il se retrouverait en prison. Et aujourd'hui, en continuant à mentir devant la presse, etc., ils ont une véritable personnalité qui s'exprime. C'est intéressant, ça, Catherine Tardou, vous qui êtes journaliste au Parisien, qui avez vécu tous ces moments-là. La presse, elle est complice de ces gens-là, au fond? Sans se rendre compte, hein. Sans les complices. Non, mais cette affaire, pour la presse, a été une affaire si fascinante. Les journalistes avaient des relations, non pas amicales, mais des relations un petit peu de proximité avec beaucoup des protagonistes. Et
Ils parlaient, ces gens. Donc, oui, c'est vrai, là, on avait un effet d'optique, je veux dire, de grossissement. On grossissait ce que ces gens voulaient bien nous dire et on s'intéressait à eux. Ouais, et c'était pour des gens qui vivent isolés, Oui, repliés sur eux-mêmes, à s'espionner avec des jumelles. Oui. Enfin, c'est ce qu'on a rappelé Parce que cette dans affaire, le reportage. cette affaire, quelque part, vous savez que, je prends un exemple qui vous paraît un peu curieux, mais à la suite du naufrage du Titanic, on a pris la décision qu'il y aurait autant de chaloupes que pour sauver et de gilets de sauvetage qu'il y ait de passagers, parce qu'on pensait que l'affaire Grégory, c'est exactement la même chose. Il y a eu tellement d'erreurs qu'il y a eu un véritable tsunami judiciaire et qu'il y a eu d'énormes réformes. Vous savez que si l'Institut de criminologie de la gendarmerie nationale a été créé, c'est à cause de l'affaire Grégory. Parce qu'on s'est rendu compte que quand vous voyez que la presse est en capacité de prendre en photo le pompier qui sort le corps du petit Grégory de l'eau, mais c'est inimaginable. Je veux dire, aujourd'hui, il y aura un périmètre de sécurité qui interdirait la présence des journalistes, etc. C'est non seulement la presse prend la photo, mais la presse diffuse exactement, la photo. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Hein, l'interpellation de Bernard Laroche se fait en direct, c'est-à-dire filmé. Donc vous voyez que, je vous dis, ça a été un véritable tsunami judiciaire qui, depuis lors, ça s'est nettement amélioré. Je voulais dire que la presse était complice, c'était pas du tout pour vous être désagréable, simplement pour vous dire que ça donnait une projection, un effet projecteur, un effet loupe qui, dans la tête de gens encore plus frustrés, on l'a vu. Je parlais tout à l'heure de l'affaire Dominici ou de l'affaire Seznec, on retrouve la même chose. Si vous voulez, la presse, en faisant un tel effet loupe, donne une importance aux protagonistes telle que... Oui, mais en même temps, l'affaire est incroyable. Vous en convenez que c'est une affaire qui est totalement incroyable. Aucun élément matériel. Ouais. Oui, alors il y a cette affaire quand même... C'était une enquête d'atmosphère qu'il fallait faire. Il y a cette affaire quand même des corbeaux, parce que dans l'affaire Grégory, il y a un personnage mystérieux au centre de cette affaire depuis le départ, c'est ce fameux, ou ces fameux, on est de plus en plus convaincus d'ailleurs que c'est au pluriel, ces fameux corbeaux. Juste après l'enlèvement du petit garçon, un des oncles de Grégory avait d'ailleurs reçu un appel de ce mystérieux interlocuteur qui lui indiquait « J'ai pris le fils du chef ». En réalité, cela faisait plusieurs années que la famille Villemain était la cible de cet inconnu, un corbeau devenu de plus en plus virulent au fil des ans et qui a été au cœur des préoccupations des enquêteurs. Ils concentrent alors leurs recherches autour du corbeau et découvrent qu'Albert Villemain, le grand-père de Grégory, avait déjà déposé plainte pour harcèlement 2 ans auparavant. En effet, avec son épouse, ils avaient reçu de nombreux appels anonymes, malveillants. Les activités du corbeau débutent à peu près vers 1980-1981. Ça se manifeste par une quantité absolument énorme, considérable, d'appels téléphoniques anonymes. Au départ, il y a des appels téléphoniques qui sont muets. Et puis, petit à petit, ça se développe. À l'autre bout du fil, des voix se manifestent. Une voix féminine tout d'abord, puis celle d'un homme à la voix rauque. Et puis, dans ces appels, il y a de la vie. On entend un enfant qui parle de nounours. Et puis, on entend des bruits de fond, on entend des chansons. Plus inquiétant encore, le corbeau semble détenir des informations privées sur la famille Villemain. On sent quand même un tissu de ragots familiaux qui se nourrissent de petits événements de la vie quotidienne et qui, effectivement, il est renseigné. Il est renseigné sur ce que les uns et les autres font ou ne font pas. Ça alimente l'idée que, évidemment, c'est un proche ou des proches et qu'on est dans un milieu relativement clos. Et dans cette famille, il existerait une nouvelle source de tension. L'ascension professionnelle fulgurante de Jean-Marie Villemain, le 3e fils du couple et père du petit Grégory. Jean-Marie Villemain, en 1981, devient chef. Jean-Marie est un garçon qui est parti de pas grand-chose, de 3 fois rien, qui a su s'élever par la force du travail. Il est actif, il est entreprenant, il est intelligent. Il a acquis rapidement une situation qui fait des jaloux. Car la même année, il fait construire sa belle maison sur les hauteurs de l'Épange sur Vologne. Et sa réussite ne passe pas inaperçue. Certains envieux dans le village les appellent les Giscards. Nous sommes en 1984, c'est une injure. Je ne sais pas si aujourd'hui on dirait des Macrons, mais enfin à l'époque on disait des Giscards. Donc ça veut dire des riches, des gens qui ont des sous.
D'ailleurs, les appels sont désormais directement adressés à Jean-Marie Villemain. Le 24 avril 1983, 1 an et demi avant l'enlèvement du petit Grégory, celui que l'on surnomme le chef reçoit un appel de l'homme à la voix rauque. Durant cette discussion, le corbeau le menace. Il parle de sa maison. Jean-Marie Villemain le nargue en disant ça fait rien si tu me la brûles, je la reconstruirai. Et il dit écoute, je m'en prendrai à ta femme. Et lui, en rigolant, il dit j'en trouverai une plus belle. Et pour terminer, il dit que c'est ton fils qui va en pâtir. Grégory. Cet appel aurait-il scellé le destin du petit garçon? En tout cas, ce sera le dernier coup de téléphone reçu par les parents de Grégory. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers pour notre édition spéciale. Donc après les révélations qui sont dans ce gros dossier de 178 pages qui a été remis aux enquêteurs, cette enquête stylométrique qui met en cause Jacqueline Jacob comme étant l'auteur de la dernière lettre, celle qui revendique en fait ce crime du petit Grégory. Catherine Tardrou, journaliste au Parisien, ancienne journaliste au Parisien. Un mot quand même, ils commencent à être vieux tous ces gens-là, non? Ah bah oui. Monique Villemain est morte il y a peu de temps. Jacqueline doit avoir 75 ans. Jacqueline Jacob, elle a 75 ans à peu près. 75 ans à peu près. Donc, ils vont tous ces gens qui auraient pu être des acteurs de ce drame épouvantable vont disparaître les uns après les autres. Donc, et c'est pour ça, Maître Florence Rowe, peut-être qu'avec le temps qui passe, là, 37 ans après l'affaire, qu'on risque finalement de ne jamais connaître la vérité, sauf si cette enquête stylométrique, par exemple, peut permettre une mise en examen, par exemple? Ça pourrait, oui, s'il y a des éléments même si qui permettent l'étude, on l'a vu au début de cette émission, oui, même si l'étude n'est pas validée en France, n'est pas reconnue en France. Vous savez, il y a d'autres techniques qu'on utilise qui ne sont pas forcément estampillées, ISO 2000 je ne sais pas combien. C'est, bien sûr, on essaye d'arriver à la vérité et pour ça, il faut, je pense, vraiment ne se priver de rien. Donc si, en effet, en plus des expertises graphologiques qu'on a déjà, il y avait dans cette expertise, dans toutes ces pages, quelque chose qui pouvait confirmer, conforter, bien sûr que ça pourrait arriver à une mise en examen. Mais c'est vrai aussi que là, le temps nous est un peu compté. J'ai envie de dire que le chronomètre est parti parce que les gens ne vont pas rajeunir et que malheureusement, on va perdre la mémoire de ce dossier un jour ou un autre. Alors peut-être que ce sera aussi l'occasion pour que, on ne sait jamais, des langues se délient. Pourquoi pas? Tout dépend de, y a-t-il un tueur ou plusieurs? Peut-être un tueur, mais plusieurs complices. En tout cas, c'est vers ça. Est-ce que c'est une entreprise collective ou pas? Oui, voilà. C'est a priori la version qui semble tenir la corde pour l'instant. En tout cas, on rappelle que Jacqueline Jacob est toujours présumée innocente, qu'elle n'a pas été mise en examen et qu'on va voir quelle utilisation vont faire les juges de ce rapport qui a été remis, puisque pour l'instant, il figure simplement dans le dossier. Il n'y a pas eu de conséquences directes, il n'y a pas eu de mise en examen. Merci Catherine Tardrou d'avoir été avec nous, ancienne journaliste au Parisien. Merci Maurice Signolet, ancien commissaire divisionnaire. Dans Crime et Faits divers, la quotidienne, je vais maintenant revenir sur le destin tragique d'un homme de 71 ans. Une nuit d'hiver, les pompiers sont appelés pour l'incendie d'une maison à Écomois, c'est dans la Sarthe, et ils vont faire une macabre découverte. Le corps de Gilbert, un paisible retraité, est retrouvé en partie carbonisé. À proximité du corps, les enquêteurs vont retrouver plusieurs armes à feu, ainsi qu'un bidon d'essence, et des traces de sang vont corroborer la piste criminelle. On vous raconte cette histoire dans un instant. Restez avec nous en direct sur Énergie 12. À tout de suite. Dans la Sarthe, son corps est retrouvé carbonisé après l'incendie de sa maison, mais les enquêteurs vont vite se rendre compte qu'il ne s'agit en rien d'un accident. On y revient dans un instant. Mais auparavant, le journal des faits divers, et on commence en région parisienne où un homme a été interpellé. Il a suivi 3 femmes dans la rue qu'il a agressées chez elles, dans les Yvelines et à Paris. Félicité Kindoki. C'est un prédateur sexuel qui écumait les rues à la recherche de ses proies. La première victime est une femme de 47 ans qui descendait du train à Plaisir en fin d'après-midi. Au moment où elle a ouvert la porte de chez elle, il l'a poussée et est entré. Il l'a ensuite saisie par la gorge et l'a violée dans les toilettes de l'appartement. Oui, l'homme s'est ensuite enfui en volant
volant son téléphone portable et de l'argent. Il l'a également menacé de représailles. 3 jours plus tard, c'est à Paris qu'il recommence. Sous le même mode opératoire, cette fois, la victime a tenté de s'enfuir de chez elle, mais il a réussi à la séquestrer puis la violer dans les toilettes. Il la filme nue et la menace de diffuser les vidéos si elle ose parler à la police. Et le lendemain, toujours à Paris, il s'est de nouveau introduit chez une femme. De la même manière, il l'a violée et a filmé la scène. Ces agressions ont eu lieu ces 2 dernières semaines. Malgré les menaces, les 3 victimes ont déposé plainte immédiatement. Et après quelques jours d'investigation, la police est parvenue à retrouver le suspect. L'homme avait déjà été condamné il y a 10 ans pour des actes identiques. Interpellé, il a reconnu une partie des faits. Et maintenant, direction la Marne, où un hommage a été rendu à un transsexuel assassiné dans son appartement en raison de son orientation sexuelle. Il avait 50 ans, il s'appelait Paul, de son prénom de naissance, et se faisait appeler Paula. Agent intérimaire, il vivait seul et se travestissait uniquement chez lui. Il recevait épisodiquement des hommes, mais sans acte de prostitution. Et ce 7 avril, un homme se serait introduit à son domicile rue de Laon à Reims. Et là, il a violé et égorgé Paula. Ses cheveux ont été coupés, ses vêtements découpés. L'appartement a en partie été incendié. Et dans le cadre de l'enquête pour meurtre, un homme de 55 ans a été mis en examen 1 semaine après le drame. Et le suspect a reconnu les faits en garde à vue. En 2017, 7 individus avaient déjà été condamnés pour tentative d'homicide sur une escort girl transsexuelle. Le procureur a retenu la qualification du meurtre aggravé en raison de l'orientation ou de l'identité sexuelle de la victime. Et samedi, pour ces raisons, 150 personnes se sont réunies place Saint-Thomas à Reims. Toutes, notamment des associations, tenaient à rendre hommage à Paula. Écoutez. Je pense qu'au regard de l'atrocité du crime, on ne peut avoir que de la colère, de l'indignation, de l'incompréhension. Comme je l'ai dit, je pense que c'est inqualifiable. L'association va se battre. D'abord aux côtés de la justice, pour défendre le droit à nos différences et faire juger ceux qui donnent la mort pour de telles raisons. Ce samedi, la communauté LGBT de Reims a donc éprouvé le besoin de se rassembler face à l'horreur de ce crime qui l'a bouleversée. Je pense que c'est important de soutenir la communauté et principalement les personnes trans, et donc c'est pour ça que je suis venue. Je trouvais ça important de venir pour montrer qu'on n'était pas condamnés, qu'on avait une voix et qu'on pouvait se faire entendre. Dans de nouvelles générations, on essaye de faire tout pour évoluer et au final il y a toujours ça qui se passe et je trouve ça vraiment inadmissible. On poursuit ce journal des faits divers dans le Doubs où un cadavre a été retrouvé dans la rivière. Félicité. C'est près du barrage des Longignes à Valentigney que le corps d'un homme âgé de 30 ans a été découvert lundi dernier. Il s'agissait d'une personne portée disparue depuis quelques jours. Et vendredi, l'homme avait quitté le domicile de son cousin pour rentrer chez lui à pied, mais depuis, sa famille était sans nouvelles. Des appels à témoins avaient été diffusés sur les réseaux sociaux pour tenter de le retrouver jusqu'à la funèbre découverte. Une enquête a été ouverte et les investigations se sont poursuivies. Mercredi, une autopsie du corps de la victime a été établie. Pour le moment, les gendarmes n'excluent aucune piste. Et jeudi, les techniciens en identification criminelle spécialisés dans les recherches fluviales étaient de nouveau sur place pour sonder la rivière à la recherche d'éléments complémentaires. Toute personne ayant pu apercevoir le trentenaire le week-end du 17 avril est invitée à contacter la gendarmerie au 0800 00 48 43. L'homme d'environ 1,70 m était vêtu d'une veste polaire grise à capuche, d'un jean délavé, de baskets et d'un sac à dos noir. Merci, félicité. On vous retrouve demain en direct pour un nouveau journal des faits divers. Direction maintenant la Sarthe. Les pompiers sont appelés ce jour-là pour un incendie dans une maison et ils font une macabre découverte. Le corps de Gilbert, 71 ans, gît dans son salon, calciné. À proximité du corps, les gendarmes vont retrouver plusieurs armes ainsi qu'un bidon d'essence. Des traces de sang sont également relevées. Et l'autopsie va finir par valider la piste criminelle. Gilbert a reçu de violents coups au visage ainsi que des tirs de carabine à plomb à bout portant avant que l'incendie ne se déclare. Les gendarmes interrogent alors les proches du retraité pour en savoir plus et ils apprennent que l'homme était connu pour être excessivement radin. D'après les rumeurs, il conservait d'importantes sommes d'argent chez lui. Et Gilbert semblait anxieux après avoir subi un cambriolage quelques mois auparavant. Quelques jours après la découverte du corps, l'enquête rebondit et lors d'écoutes téléphoniques, les gendarmes sont interpellés par les propos d'un certain Alain. L'homme raconte fièrement à un ami avoir commis l'irréparable et avoir incendié une maison pour dissimuler son crime. Et un de ses amis, Joachim, semble également être impliqué. Une semaine après, les deux hommes sont interpellés ainsi que 9 individus susceptibles d'appartenir à un réseau de cambrioleurs. Un fusil est retrouvé au domicile d'Alain et du sang est prélevé sur une paire de chaussures appartenant à Joachim.
Les 2 hommes sont alors placés en garde à vue. Le 28 janvier 2014, à la section de recherche d'Angers, les gendarmes essayent de pousser Alain dans ses retranchements. Et notamment en lui faisant écouter ses conversations téléphoniques avec Joachim. L'opération est payante. L'homme de 28 ans finit par passer aux aveux. C'est un cambriolage qui a mal tourné. Il explique en fait qu'ils sont allés sur place parce qu'ils pensaient qu'il y avait de l'argent et que là, un homme a surgi, que cet homme va tout de suite frapper Joachim. Alain viendra expliquer que ça n'est qu'abasourdi par la violence dont faisait l'objet son acolyte Joachim qu'il est intervenu et que, confronté, acculé, paniqué, il a utilisé son arme à feu, d'abord plutôt à gauche, ensuite plutôt à droite, sans véritablement viser quiconque. Alain assure qu'il a simplement voulu effrayer le propriétaire des lieux et que, sans le vouloir, un tir de carabine l'a touché au niveau du thorax. Mais cette version ne colle pas avec les conclusions du médecin légiste. Interrogé à son tour, Joachim occulte lui aussi l'avalanche de coups dont a été victime Gilbert avant d'être abattu. Il a entendu 2 coups de feu, il n'a pas compris ce qui se passait et après il ne s'est pas effondré tout de suite. Il continuait à être menaçant et virulent et puis après il est tombé net et là il y avait du sang qui sortait de sa bouche et ils ont compris que c'était fini, quoi. Là, ils ont été pris d'une grande panique, ils ne savaient pas trop comment gérer la situation. Et Alain a décidé de prendre la nappe qui était sur la table, de la brûler et de mettre le feu à cette maison où il n'y avait pratiquement rien. Les gendarmes se demandent si les 2 suspects n'auraient pas bénéficié d'éventuelles complicités. Grâce aux écoutes téléphoniques, les enquêteurs ont le sentiment que Martine, la mère de Joachim, a joué un rôle dans ce drame. Elle a fait partie de la communauté des gens du voyage et elle avait été sur le terrain de Gilbert il y a quelques années de ça auparavant. Donc elle connaissait les lieux, elle avait connaissance qu'il était doté d'un coffre-fort à son domicile et qu'il avait une importante somme d'argent. Donc ces éléments-là, elle les a communiqués à son fils Joachim, en toute connaissance de cause, sans savoir pour autant que derrière, il peut-être commettre un meurtre. Face à ces éléments, Martine est elle aussi placée en garde à vue. Cette dernière réfutera toute implication dans les faits. Elle niera être l'interlocutrice de certaines interceptions téléphoniques. Et durant les premiers temps de l'enquête et donc de la garde à vue de madame, celle-ci refusera parfaitement d'admettre quoi que ce soit sur son implication. Si Martine, Alain et Joachim sont mis en examen, de nombreuses interrogations perdurent. L'argent de Gilbert n'a en effet jamais été retrouvé lors des perquisitions. Au début, Alain a dit qu'il savait qu'il y avait un coffre à l'intérieur de cette habitation, mais après il s'est rapidement ravisé en disant qu'il n'avait rien récupéré. L'énigme est est-ce qu'ils ont en fait finalement récupéré ou pas ce coffre, en tout cas cet argent à l'intérieur de cette habitation, donc ça reste une énigme. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Maître Awatef Brabé, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes l'avocate d'Alain, l'un des principaux accusés dans ce dossier. Alors, on va parler d'abord de la victime, quand même, parce que c'est intéressant d'avoir le profil de cet homme qui a été massacré. On peut dire c'était un retraité de 71 ans, c'est un homme paisible, il était exploitant agricole. A priori, il ne semblait pas vraiment avoir d'ennemis, mais il y avait une espèce de rumeur qui courait parce qu'il habitait dans une maison assez délabrée. On disait qu'il avait beaucoup d'argent. Tout à fait, exactement. Donc c'est Gilbert, 61 ans, quelqu'un de paisible, agriculteur et qui amassait beaucoup d'argent. Et finalement, la rumeur disait qu'à Écomois et aux alentours, parce que c'était une maison qui était très isolée en campagne et il était très frustre. Il vivait dans un endroit très rudimentaire où il n'y avait pratiquement rien dans cette habitation et on disait de lui qu'il avait amassé beaucoup d'argent. Il en avait beaucoup sur les comptes, mais il en avait également dans cette maison. Oui, alors certains articles parlent
de taudis. Alors, je ne sais pas si le mot est exact, mais certains disent qu'il vivait vraiment dans un taudis, alors qu'il avait 150 000 €, a priori, toujours selon la rumeur, en liquide. Tout à fait. Donc, pas du tout de salle de bain. Très rudimentaire, une pièce où il y avait une petite table, une cheminée, rien autour, et une autre pièce qui était accolée, où il y avait un lit et rien d'autre. C'est assez étonnant, hein, le contraste entre les deux. Alors, Alain, dont vous êtes l'avocate, lui, il était âgé de 28 ans, il a une enfance mouvementée, il est passé de foyer en foyer dès l'âge de 14 ans. Il a commencé à connaître des infractions assez vite. On a le sentiment qu'il ne connaît pas vraiment ses limites, ce garçon. Il ne connaît aucune limite. Il vit sur l'impulsivité et le stress. Ce qu'il veut, il veut l'obtenir très rapidement. C'est la raison pour laquelle il a commis très jeune de nombreuses infractions. Il a commencé à 14 ans. Il a été placé, comme vous l'avez justement dit, à plusieurs reprises. Une mère qui finalement est partie et l'a laissé seul. Donc il a été reconnu par le nouveau compagnon de sa maman, et c'est lui qui était pas son père biologique, qu'il a essayé de retrouver à un moment donné, mais quelqu'un qui finalement n'avait pas été éduqué. Et qui en même temps ne travaille pas. Donc c'est-à-dire qu'il a des envies, il veut les avoir tout de suite, mais il ne travaille pas pour ça. Jamais travaillé. Ce qui était particulier. Jamais travaillé à 28 ans, c'est assez surprenant. Hein. Tout à fait. Sauf si on fait des études, bien évidemment, mais autrement, c'est assez surprenant. Pas d'études. Ouais. Il vivait pas de minima sociaux, ce qui était aussi assez particulier, parce que quand on n'a pas de revenus en France, on a au moins les minima sociaux. Il n'avait rien du tout, et il vivait de cambriolage et de vol. Alors, il a déjà eu affaire à la police à plusieurs reprises. Il a même été incarcéré à de nombreuses reprises pour des faits de cambriolage, pour des vols de voitures également. Mais là, on a le sentiment qu'il passe à l'étape supérieure, parce que là, on est dans un crime. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a évolué sans limite et qui, à un moment donné, rencontré, finalement, dans son chemin de vie, quelqu'un qui était comme lui. Et ça a créé le couple explosif, finalement, et la violence est arrivée de plus en plus, et qu'il en était arrivé à un moment donné où il n'avait plus de respect pour l'être humain et qu'il était capable de tout. Oui, parce qu'il est quand même décrit par les enquêteurs comme quelqu'un de dangereux. Quand il va être arrêté, c'est le GIGN qui intervient pour l'arrêter chez lui à Salbris. C'est dans le Loir-et-Cher. Ils disent qu'il est dangereux, il force la porte, il rentre. Enfin, oui. On a le sentiment qu'ils arrêtent vraiment une personne très dangereuse. Tout à fait. C'est quelqu'un d'ailleurs qui avait auparavant, avant d'avoir commis ce crime, il est allé commettre plusieurs infractions, des cambriolages, et très souvent il avait des armes avec lui. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui l'avait doublé à un moment donné, je crois que ça ressortait aussi de l'instruction, et ben il avait fini par rattraper le conducteur et puis sortir son arme. Je pense à une chose en vous écoutant, maître, c'est vous avez quel rapport, vous, avec lui? Eh bien, ça a été très particulier. Et j'ai dit que c'était vraiment l'affaire qui m'avait, pas traumatisée, mais j'avais vraiment... il était très froid, tout glissait sur lui. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas avoir un discours de moralité, parfois qu'on peut avoir sur des personnes qui sont toutes jeunes, quand on a de l'expérience finalement et puis du recul, sur des infractions. Lui, tout glissait. Il était très froid, vraiment... Souvent, je me disais, mais c'est une personne qui peut terroriser n'importe qui, et je ne sais pas ce qu'il adviendra après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit qu'il n'a pas compris, ou il ne comprenait pas au moment où il avait commis ce fait-là, que c'était très grave et qu'il avait dépassé les limites. Mais c'est-à-dire quand vous lui parliez, vous aviez le sentiment qu'il ne comprenait pas? En tout cas, ça n'imprimait pas, comme on dit? C'est pas que ça n'imprimait pas, c'est qu'il était dans la toute-puissance. En fait, le discours qu'on pouvait lui tenir moralisateur, il avait rien, tout glissait sur lui. Il n'avait pas d'émotion. C'est assez particulier. Et quand on est avocate, on a envie de défendre des gens comme ça? Eh bien oui, parce que tout le monde a le droit d'être défendu. Et puis, quand on est avocat, mais en tout cas c'est moi qui le dis, je crois que je vois toujours il y a de l'humanité. Il faut croire que l'être humain peut changer. Parce qu'avec la description que vous me faites, j'ai justement l'impression que vous n'avez pas vu d'humanité chez lui. Non, c'est pour ça que finalement, à un moment donné, je me suis rendu compte que j'avais des limites aussi. Et que finalement, on ne pouvait pas défendre n'importe qui. Et lui, c'était la limite? Exactement. Je ne l'ai pas suivi d'ailleurs en appel. À cause de ça? Oui. Ah oui. Pourquoi il a fait ça, au fond? Pourquoi est-ce qu'il est rentré? C'est juste pour l'argent, vous pensez? Exactement.
D'ailleurs, c'était juste quelques semaines avant, quelques mois, parce qu'il avait été placé sous écoute. C'était la brigade de Tours qui le suivait. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a pu révéler les faits, finalement, à travers de cette écoute. Il commettait de nombreux vols, de nombreux cambriolages. Il voulait chercher de l'argent. Finalement, c'était comme ça qu'il fonctionnait. Oui, mais là, il y a un mort. Oui. On est au-dessus. Oui. C'est pas grave. J'espère que c'est pas lui qui vous appelle, surtout. Il n'a peut-être pas apprécié vos propos. Non, je crois pas. Je précise quand même que Alain et son complice Joachim ont fait appel de la première décision qui a été rendue 1 an et demi après. La condamnation de Joachim a été de 22 ans de prison et Alain est copé à nouveau de 25 ans de prison ferme, comme en première instance. 25 ans de prison ferme pour un crime qui était presque inévitable. On a le sentiment finalement que quand on suit son parcours, ça allait mal se terminer. Oui. Oui, oui. Il a été arrêté. Il en était arrivé à un autre stade que du cambriolage. C'était devenu... c'était tuer quelqu'un. Et je crois que... Mais ça veut dire qu'il a pris du plaisir pour vous ? Je ne sais pas s'il avait pris du plaisir parce qu'il était, il n'y avait aucune expression qui se dégageait de lui, quoi. Il était froid, il n'avait pas de remords. Il s'est comporté comment pendant la première instance en particulier ? Alors, vous étiez là ? Oui, à l'audience, il a évoqué son enfance qui était assez compliquée, hein, le fait que sa mère est partie, qu'il a été reconnu par un homme qu'il ne connaissait pas. Avec une vie, il a été malmené, il a été placé de structure en structure. Il a raconté ça pour essayer pour essayer d'atténuer quand même. Donc il y a une certaine lucidité. Oui. Il n'est pas. Pas du tout. Oui. Il n'est pas bourru, enfin au point de. Non. Non, c'est quelqu'un de très intelligent. Ouais, mais sans empathie. Exactement. Merci, maître Awatef Brabé, avocat d'Alain. Vous allez pouvoir répondre au téléphone. Merci d'avoir été en direct avec nous. On fait une pause. Le meurtre qui a provoqué l'effroi dans l'Aisne en 2018. Le 28 mai, Tom, un petit garçon de 9 ans, part cueillir des cerises dans le village de Héry, la vieille ville. Il est accompagné de son frère et de son meilleur ami. Les 3 enfants se rendent dans le jardin d'une maison abandonnée. Sur place, un jeune homme de 27 ans leur propose son aide. Mais les heures passent. Et la famille du petit homme s'inquiète. Alors que son frère et son ami ont regagné leur domicile, il est le seul à ne pas rentrer de la cueillette. Très vite, tout le village part à sa recherche. En vain, les gendarmes sont prévenus de cette disparition inquiétante et ils finissent par retrouver le corps sans vie de Tom. Il est dénudé et dissimulé sous des orties et du bois. Le meurtrier a même essayé de mettre le feu au cadavre. D'après l'autopsie, la mort du petit garçon est due à un traumatisme crânien et il y a des traces de viol. Une enquête est ouverte et Jonathan Maréchal, le jeune homme de 27 ans, est interpellé. Il nie d'abord les faits avant de déclarer avoir des flashs dans lesquels il se revoit frapper l'enfant. Jonathan est mis en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, précédé ou accompagné d'un viol, et il est placé en détention provisoire. 3 ans après, il vient donc d'être jugé. Charlotte Durand, 3 psychiatres ont analysé l'accusé. Que savons-nous de son profil psychologique ? En 2007, il avait été hospitalisé 5 jours pour des hallucinations concernant des scènes très violentes, des meurtres. Mais de 2010 à 2018, il avait arrêté ses soins sans qu'il n'y ait eu de rechute. Il a même travaillé et suivi plusieurs formations. Pour les experts, il ne présente pas de problème psychique ni de schizophrénie. Le jour des faits, il n'aurait pas eu ni abolition ni altération de son discernement. Et les experts ont-ils détecté des penchants pédophiles chez lui ? Alors, si Jonathan semble avoir des besoins sexuels importants, les médecins affirment qu'il n'aurait pas d'intérêt spécial pour les enfants ou les ados. Cependant, l'analyse de son ordinateur avait tout de même révélé que l'accusé avait effectué des recherches sur Internet avec les mots-clés « jeune garçon forcé »,« jeune garçon violé ». Et Jonathan a-t-il donné des explications sur le jour des faits ? Comme depuis le début de cette affaire, il n'a cessé de répéter qu'il n'avait rien fait. Il s'estime non coupable et s'il a des souvenirs précis de sa journée avant la cueillette et des suites de sa soirée. Il dit ne plus se souvenir du tout du moment passé avec la victime. Pourtant, son ADN a été retrouvé partout sur la scène de crime, si bien que même son propre avocat s'est agacé de son attitude. Mais finalement, ce manque d'explication est presque logique pour les parties civiles.
D'après l'avocat de la famille du petit garçon, ce que Tom a subi dépasse l'entendement. L'ignominie du crime permet d'expliquer l'absence d'explication de l'accusé. Le meurtre est inavouable. Il est persuadé que Jonathan a eu une pulsion sexuelle en voyant Tom et qu'un déchaînement de violence s'en est suivi. Il pense en fait que c'est à la vue d'un des éléments du corps de l'enfant qu'il aurait été excité puis aurait agi par surprise. Oui, la maman du petit homme s'est adressée directement à l'accusé. À la barre, elle a d'abord déclaré que sa vie s'était brisée à jamais, puis en le regardant, elle lui a demandé s'il connaissait la sensation de vivre avec l'envie de mourir. Elle a ajouté qu'il n'avait pas réfléchi à ce qu'il avait fait, alors qu'avec sa famille, ils avaient, eux, pris perpétuité. Et finalement, quel a été le verdict rendu par la cour d'assises de Laon ? Jonathan Maréchal a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 18 ans. Merci beaucoup Charlotte. Le Grand Ouest dans la tourmente, c'est le thème de Crime Hebdo, tout en images ce soir à partir de 21h05. Et parmi les 3 histoires, je vais vous raconter celle de Romain, agent immobilier, âgé de 38 ans. Il vit en couple avec Alexandra à Nantes et le 28 septembre 2016, dans l'après-midi, sa compagne est très inquiète. Après avoir passé la soirée avec des amis, Romain n'est pas rentré chez eux. Il ne donne aucune nouvelle et cela ne lui ressemble pas. La jeune femme de 33 ans décide donc de signaler sa disparition au commissariat de Nantes et vous allez voir que l'affaire va prendre une tournure hors norme. C'est ce soir à partir de 21h05 sur Énergie 12. C'est la fin de cette quotidienne de Crimes et Faits divers. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc ce soir à 21h05 et demain en direct à 13h35 sur Énergie 12 pour revenir sur de nouvelles histoires vraies. À demain et d'ici là, soyez prudents.